Ma sœur a vidé mon fonds d'apport pour s'acheter une voiture de luxe. Tu n'as qu'à recommencer à épargner, elle en a plus besoin, ont convenu mes parents. J'ai simplement souri, et j'ai appelé la banque. Ils n'avaient aucune idée que ce fonds était directement lié à eux. La notification est tombée à 2h47 du matin, un mardi. Mon téléphone a vibré contre la table de nuit, me tirant brusquement du sommeil avec son bourdonnement insistant. J'ai plissé les yeux vers l'écran, m'attendant à une urgence professionnelle, ou peut-être à un faux numéro. À la place, j'ai vu une alerte de ma banque, retrait important traité sur le compte se terminant par 4829. Mon cœur s'est arrêté. Le compte 4829, c'était mon fonds pour ma maison. 7 ans d'économie rigoureuse, d'heures supplémentaires à l'hôpital, de vacances annulées, et d'innombrables déjeuners emportés pour éviter de manger dehors. 63 000 $, envolés. Je me suis redressé si vite que la pièce s'est mise à tourner. Mes mains tremblaient, alors que j'ouvrais l'application bancaire, priant pour que ce soit une erreur, ou peut-être une fraude que la banque pourrait annuler. L'historique des transactions s'est affiché, et c'était bien là, un retrait de 62 847,19 $, effectué à 18h15 la veille au soir. Le lieu du retrait m'a glacé le sang, l'agence située à 3 pâtés de maison de chez mes parents. Seules 3 personnes avaient accès à ce compte, moi, ma mère Patricia, et mon père David. Je les avais ajoutés il y a des années, alors que je voyageais pour une conférence d'infirmière, car j'avais besoin de quelqu'un capable d'accéder au fonds en cas d'urgence. 7 ans, et il n'avait jamais touché à un seul centime jusqu'à maintenant. J'ai appelé ma mère en premier. Elle a répondu à la 4e sonnerie, la voix encore lourde de sommeil. Lavana, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est blessé? Où est mon argent? Ma voix est sortie calme, ce qui m'a surprise moi-même. À l'intérieur, je hurlais. Le silence a duré 3 secondes, puis 4. Finalement, elle a soupiré. Ta sœur en avait plus besoin que toi. Elle a trouvé la voiture parfaite, une BMW X7. Tu sais à quel point il est difficile d'obtenir la couleur qu'elle voulait? Le concessionnaire ne la réservait que pour 24 heures. Je ne pouvais plus respirer. Vous avez donné l'apport pour ma maison à Vanessa, pour une voiture? Ne sois pas dramatique. Ce n'est pas n'importe quelle voiture, c'est le véhicule de ses rêves. Elle a travaillé si dur à la boutique, et elle mérite bien de se faire plaisir. Tu peux recommencer à épargner, tu n'as que 31 ans. Vanessa a besoin de s'affirmer socialement. Vanessa avait 34 ans. C'était 7 ans de ma vie, ai-je dit tout bas. Et tu auras encore bien des années pour mettre de côté. Ton père et moi en avons discuté. De toute façon, tu vis déjà dans ce petit appartement. Pourquoi aurais-tu besoin d'une maison? Tu n'es même pas marié. Le petit appartement dont elle parlait était un modeste 2 pièces que je louais depuis 8 ans, tout en observant le marché immobilier grimper sans cesse, pendant que je grattais chaque dollar possible pour mon projet. J'étais à 3 mois d'avoir enfin assez pour un apport sur une petite maison de départ, dans un quartier que j'adorais. Je veux qu'on me rende mon argent. Eh bien, ce n'est pas possible. L'argent est déjà dépensé. Vanessa a quitté le garage avec la voiture cet après-midi. Tu devrais la voir, Lavana, elle est magnifique. Extérieur blanc avec intérieur en cuir cognac. Elle a même pris le système audio premium. Donc, tu es en train de me dire que vous m'avez volé 63 000 $ pour acheter une voiture de luxe à Vanessa? Sa voix s'est durcie. N'utilise pas ce mot. Nous n'avons rien volé. Nous sommes tes parents. Nous avons aidé ta sœur quand elle avait besoin de nous. C'est ce que fait une famille. Tu te montres très égoïste, en ce moment. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient encore, mais une clarté froide s'était installée dans ma poitrine. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à éplucher les documents. Ce compte n'était pas un simple compte d'épargne. 3 ans auparavant, alors que les taux d'intérêt étaient favorables, j'avais transféré l'argent vers un véhicule d'investissement spécial, à haut rendement, que mon père m'avait recommandé. Il m'avait aidé à le mettre en place, il disait connaître quelqu'un à la banque qui pouvait m'obtenir de meilleurs retours qu'un compte classique. Le compte était à mon nom, oui, mais mon père en était le co-signataire. Plus que cela, il avait utilisé son propre portefeuille d'investissement comme garantie, collatérale, pour sécuriser ce taux d'intérêt élevé.
Il s'agissait d'un montage où il utilisait ses actifs pour m'obtenir de meilleures conditions. J'en avais été reconnaissante à l'époque, impressionnée qu'il se donne tant de mal pour m'aider à bâtir mon patrimoine. Je n'avais jamais lu les petits caractères en détail. Pourquoi l'aurais-je fait? C'étaient mes parents. J'ai commencé à lire l'accord de compte, puis les documents de garantie, et enfin les conditions générales que j'avais signées sans vraiment les comprendre. Cette clarté froide dans ma poitrine s'est transformée en glace. Le compte n'était pas seulement lié au portefeuille d'investissement de mon père, il était structuré comme un véhicule d'investissement garanti. Si le titulaire principal, moi, retirait plus de 70% des fonds au cours d'une seule année civile, ou si le solde tombait sous un certain seuil, le détenteur de la garantie, mon père, s'exposait à une pénalité, et elle était massive. J'ai sorti ma calculatrice pour faire les comptes. En me basant sur le solde restant et la structure des pénalités, mon père allait devoir payer $40 000 de frais de pénalité, en plus de la liquidation immédiate de ses actifs mis en garantie pour couvrir le déficit. Ces actifs étaient composés d'actions et d'obligations, d'une valeur d'environ $180 000. Dans le marché actuel, les vendre précipitamment signifiait enregistrer une perte, probablement de $30 000 ou $40 000 supplémentaires. Mes parents venaient de se coûter, à eux-mêmes, entre $70 000 et $80 000, tout ça pour offrir à Vanessa une voiture à $63 000. Ils n'en avaient aucune idée. J'ai refermé mon ordinateur. Mes mains ne tremblaient plus. Je me sentais parfaitement calme. Le lendemain matin, j'ai appelé la banque. J'ai parlé avec la directrice des comptes d'investissement, Angela Rodriguez, celle-là même qui s'était occupée de l'ouverture de mon compte. J'ai besoin de comprendre les implications exactes du retrait qui a été traité hier, ai-je dit. Angela a ouvert mon dossier. J'ai entendu sa respiration se couper. Oh non, mademoiselle Thompson. Étiez-vous au courant de la structure des pénalités sur ce compte? Je le suis maintenant. Expliquez-moi exactement ce qui va se passer ensuite. Elle m'a tout expliqué avec précision. L'évaluation de la pénalité serait traitée sous 5 jours ouvrables. Mon père recevrait une notification, et il aurait 10 jours pour, soit payer la pénalité rubis sur l'ongle, soit accepter la liquidation de sa garantie. Étant donné la somme, la plupart des gens choisissaient la liquidation. La vente forcée de ces titres se ferait rapidement, figeant le prix du marché, quel qu'il soit à ce moment précis. Y a-t-il un moyen d'annuler cela, a demandé Angela. Si les fonds sont restitués sous 72 heures, nous pouvons annuler la procédure. Les fonds ont été utilisés pour acheter un véhicule, ai-je répondu. Ils ne seront pas restitués. Je suis vraiment désolé, mademoiselle Thompson. Ne le soyez pas. Je suis parti travailler. Je suis infirmière en cardiologie à l'hôpital général de Seattle, et j'avais une garde de 12 heures devant moi. J'ai fait mes tournées, vérifiant machinalement les signes vitaux, administrant les médicaments, et mettant à jour les dossiers. Mon esprit était ailleurs. Pendant ma pause déjeuner, je me suis assise à la cafétéria avec ma collègue Bridget Sullivan. Nous étions amis depuis l'école d'infirmière, et elle connaissait l'existence de mon fonds pour la maison. Je lui en avais parlé sans cesse au fil des ans, lui montrant des annonces, discutant des quartiers, et calculant les taux hypothécaires. Tu as l'air épuisé, a-t-elle dit en mordant dans son sandwich. Nuit difficile? Je lui ai tout raconté. Les mots sont sortis dans un flux rapide mais contrôlé, la notification, le retrait, le mépris désinvolte de ma mère, la BMW, la structure des pénalités, et ce que je venais de découvrir sur ce qui attendait mes parents. Bridget a posé son sandwich et m'a fixé, les yeux ronds. C'est pas vrai, a-t-elle soufflé. Ils vont perdre combien? Entre 70 000 et 90 000 $, selon l'état du marché au moment de la liquidation. Et ils n'en savent rien. Absolument rien. Elle s'est adossée à sa chaise, scrutant mon visage. Tu pourrais les prévenir. Tu pourrais appeler tout de suite, et leur dire de rendre la voiture immédiatement. Ils subiraient une perte, mais pas aussi grave que celle-là. Je pourrais, ai-je admis. Mais je ne vais pas le faire. Et toi, tu le ferais? Bridget a pris un instant pour réfléchir. Elle venait d'une grande famille italienne, bruyante, chaotique et aimante, mais juste. Intensément juste. Mon frère Nico m'a emprunté $500 l'année dernière, a-t-elle fini par dire. Il avait juré de me rembourser en 2 semaines. C'était il y a 14 mois.
Quand j'en parle, ma mère me dit de laisser tomber, que la famille ne tient pas les comptes. Pendant ce temps, Nico vient de s'acheter un PC de gamer à 1500 $. Alors oui, je comprends. Je comprends cette rage quand ta famille décide que ton argent compte moins que leurs envies. Ce n'est pas seulement l'argent, ai-je dit doucement. C'est tout ce qu'il représente. 7 ans à dire non à tout ce que je voulais. 7 ans de planification et d'espoir, 7 ans à bâtir quelque chose qui comptait pour moi. Et ils ont tout effacé en un après-midi, sans même me demander. Comme si ce n'était rien. Parce que pour eux, ce n'était rien, a ajouté Bridget. Parce qu'ils n'ont jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Ils s'attendent simplement à ce que les choses s'arrangent. Et quand ça ne s'arrange pas, ils comptent sur toi pour réparer les dégâts. Mon téléphone a vibré sur la table. Le nom de mon père a illuminé l'écran. C'est la 3e fois qu'il appelle, ai-je noté. Laisse-moi deviner, a dit Bridget, il n'est pas encore au courant pour les pénalités. Il appelle parce que ta mère lui a dit que tu étais contrarié. Probablement. Que va-t-il se passer quand il saura? J'imagine qu'il y aura beaucoup plus d'appels. Les yeux de Bridget brillaient d'une sorte d'admiration. Tu vas vraiment laisser les choses suivre leur cours? Ils ont fait leur choix, ai-je conclu. Je me contente de vivre avec les conséquences. Exactement comme on attend de moi que je le fasse quand je fais des erreurs. Mon téléphone a sonné à 11h43. Mon père. J'ai laissé tomber sur la messagerie. Il a rappelé à 12h15. Messagerie. À 13h30, ma mère a appelé. Messagerie. À 14h, Vanessa a appelé. J'ai décroché. Qu'est-ce que tu as fait, bordel, a-t-elle hurlé. Je n'ai rien fait du tout, ai-je répondu calmement. C'est toi, maman et papa qui avez agi. Papa vient de recevoir une lettre de la banque parlant de pénalités et de liquidation. Il est en train de péter les plombs. Maman pleure. Ils disent qu'il pourrait perdre presque 100 000 $ à cause de ton compte d'épargne à la con. Ce n'est plus mon compte d'épargne, ai-je rétorqué. Tu l'as vidé, tu te souviens? Pour la voiture de tes rêves. C'est à toi de régler ça. Elle a crié, dis à la banque que c'était une erreur. Rends l'argent. Je n'ai pas l'argent. C'est toi qui l'as. Il est garé dans ton garage, sous la forme d'une BMW X7 avec intérieur en cuir cognac. Le silence à l'autre bout du fil a été profond. Tu savais, a-t-elle fini par chuchoter. Tu savais que ça arriverait. Je n'en avais aucune idée jusqu'à ce que je lise les petits caractères hier soir. Mais tu as raison sur un point, je savais que cet argent était lié aux investissements de papa. Il me l'avait expliqué quand nous avons ouvert le compte. Il m'avait dit qu'il était crucial de ne pas toucher au fonds, car tout mouvement de fonds aurait des conséquences. J'ai écouté. Pas toi. On peut rendre la voiture. Tu crois? Je suis sûr que tu as signé les papiers, et que tu as déjà roulé avec. C'est une voiture d'occasion, maintenant. Même s'ils la reprennent, tu vas perdre des milliers de dollars en dépréciation, probablement 15 ou 20 000. Ce ne sera jamais assez pour ramener le solde du compte au-dessus du seuil de pénalité. Je pouvais entendre sa respiration rapide, paniquée. Maman a dit que tu aurais le temps d'économiser à nouveau, a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée. Elle a dit que tu n'en avais pas besoin tout de suite. Eh bien maintenant, maman et papa auront le temps d'économiser à nouveau. Ils n'ont que 62 et 64 ans. Ils ont encore de belles années devant eux. J'ai raccroché. Le reste de ma garde s'est passé dans un brouillard. J'ai aidé à stabiliser un patient en fibrillation atriale. J'ai conseillé une famille sur la chirurgie imminente de leur père. J'ai tenu la main d'une femme dont le mari venait de mourir, et je lui ai dit que j'étais désolé pour sa perte. Je le pensais sincèrement. Je ne suis pas une personne cruelle. Je suis infirmière. Je me soucie des gens. J'ai bâti toute ma carrière sur l'aide aux autres. Mais j'avais aussi passé 7 ans à construire mon avenir, et ma famille l'avait démoli en un seul après-midi, pour un simple symbole de statut social. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, il y avait 47 appels manqués. Ma messagerie était pleine. J'ai tout supprimé sans écouter. J'ai commandé thaïlandais, et je me suis assise sur le balcon de mon minuscule appartement pour regarder le coucher du soleil. Mon téléphone vibrait de SMS.
De ma mère, s'il te plaît, appelle-nous. On doit discuter. On ne savait pas. De mon père, Lavana, nous avons fait une erreur. Trouvons une solution ensemble. De Vanessa, je te déteste. Tu es en train de détruire cette famille. J'ai bloqué les 3 numéros. Le lendemain matin, à mon réveil, mes réseaux sociaux étaient inondés de messages. Des membres de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des années avaient soudainement des avis sur ma situation. Apparemment, Vanessa avait posté un message vague sur les frères et sœurs ingraves et la trahison familiale, et les gens prenaient parti sans connaître toute l'histoire. Ma cousine du côté de ma mère, une certaine Bethany que j'avais dû croiser 2 fois, m'a envoyé un long pavé sur le fait que les familles devraient se pardonner. Le neveu de mon père, Christopher, a écrit que je me montrais mesquine pour une question d'argent. Le groupe d'amis de Vanessa, des gens que je ne connaissais même pas, me traitaient d'égoïste dans les commentaires. J'ai désactivé mon compte Facebook, puis Instagram, puis Twitter. S'ils voulaient me traîner dans la boue, ils le feraient sans ma participation. Bridget m'a envoyé un message l'après-midi même, j'ai vu le post de Vanessa avant que tu ne coupes tout. Tu veux que je commente? J'ai 2 ou 3 trucs à dire. J'ai souri malgré tout. Non, laisse-les penser ce qu'ils veulent. Tu es plus forte que moi. Je serais déjà en train d'écrire des essais dans les commentaires. Ça ne changerait rien, ai-je répondu. Ils ont déjà décidé que j'étais la méchante. La méchante qui s'est fait dépouiller. Les détails ne comptent pas quand quelqu'un a déjà écrit le scénario. Le travail est devenu mon sanctuaire. À l'hôpital, j'étais l'infirmière Thompson, compétente et calme. Mes patients ignoraient tout de mon drame familial. Ils savaient seulement que j'apportais les médicaments à l'heure, que j'expliquais clairement les procédures, et que je me battais pour la qualité de leurs soins. L'un de mes patients réguliers, Harold, un vieil homme qui se remettait d'un remplacement de valve cardiaque, m'a demandé un jour pourquoi j'avais l'air triste. Je ne suis pas triste, ai-je dit, en vérifiant sa perfusion. Ma petite, j'ai 83 ans, a-t-il répondu. J'ai déjà vu la tristesse. Tu es triste. J'ai ajusté son oreiller. Juste des histoires de famille. Les histoires de famille sont les pires, a-t-il dit. Tu sais pourquoi? Parce que des inconnus peuvent te blesser, et tu peux t'en aller. Mais la famille, elle a des crochets en toi. Des crochets dont tu n'ignorais même l'existence, jusqu'à ce qu'ils tirent dessus. C'est exactement ça, ai-je murmuré. Ma fille ne m'a pas parlé pendant 5 ans, un jour, a continué Harold. J'ai raté son mariage, j'ai raté la naissance de mon premier petit-fils. Tout ça parce que je lui ai dit la vérité sur son mari, quand elle me l'a demandé. Il lui a fallu 5 ans pour réaliser que j'avais raison. Entre-temps, elle avait gâché tout ce temps à être en colère contre moi, au lieu de l'être contre lui. Avez-vous regretté de lui avoir dit la vérité, ai-je demandé. Chaque jour, a-t-il dit. Mais je le referai. Parce que la vérité compte plus que le confort, même quand elle te coûte tout ce que tu as. Au cours de la semaine suivante, la banque a tout traité, exactement comme Angela l'avait décrit. L'évaluation de la pénalité a été validée. Mon père a choisi la liquidation, plutôt que de devoir sortir 40 000 $ en espèces. Ses actions et ses obligations ont été vendues à perte, car le marché était en baisse cette semaine-là. Le préjudice total s'est élevé à 87 000 $. J'ai appris le chiffre exact par Lorraine, qu'il avait entendu de ma mère lors d'un appel téléphonique où celle-ci avait apparemment pleuré pendant 45 minutes sans s'arrêter. Elle n'arrêtait pas de dire qu'il ne savait pas, m'a rapporté Lorraine. Elle disait que s'ils avaient su, ils n'auraient jamais touché à ton argent. Ils n'auraient pas dû y toucher de toute façon, ai-je rétorqué. Je sais. Je lui ai dit. Elle n'a pas voulu l'entendre. Bien sûr que non. Accepter cela reviendrait à accepter qu'ils ont mal agi. Lorraine a soupiré. Ton père dort apparemment dans la chambre d'amis. Ils se disputent sans arrêt. Il est furieux contre ta mère pour avoir insisté sur l'histoire de la voiture. Elle est furieuse contre lui parce qu'il n'a pas lu les petits caractères. Ils sont tous les deux furieux contre Vanessa pour avoir voulu cette voiture. Et ils sont tous furieux contre toi, parce que tu ne les as pas prévenus. C'est fascinant de voir que le problème, c'est moi, alors que c'est moi qui me suis fait voler. Les dynamiques familiales sont démentielles. Tu sais, tante Suzanne prépare une sorte d'intervention. Une intervention pourquoi?
Pour ta colère inappropriée et ton incapacité à pardonner. Elle réunit la famille pour te parler des valeurs chrétiennes et du fait de ne pas garder de rancune. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Tante Suzanne, qui n'avait pas adressé la parole à sa propre sœur depuis 12 ans à cause d'un plan de table à Thanksgiving, voulait me faire la leçon sur le pardon. L'ironie totale lui échappait complètement. Dis-lui que je suis occupé pour l'éternité. Vanessa a essayé de rendre la voiture. Le concessionnaire lui en a proposé 47 000 $. Elle l'avait payé 63 000. Elle était piégée. J'ai appris tout cela par ma cousine Lorraine, qui avait toujours été la pipelette de la famille, mais sans jamais être malveillante. Elle m'a appelé une semaine après l'implosion générale. Tes parents sont sous le choc, a-t-elle dit. Ton père répète sans cesse qu'il ne comprend pas comment c'est arrivé. Ta mère est furieuse contre Vanessa, et Vanessa raconte à tout le monde que tu l'as sabotée exprès. Est-ce que je l'ai fait? Honnêtement, je ne crois pas. Je pense simplement que je ne les ai pas sauvés de leur propre choix. Cela me semblait juste. Ta tante Suzanne veut que tu présentes des excuses, a continué Lorraine. Elle dit que tu aurais dû les prévenir pour les pénalités. Est-ce que j'aurais dû le faire, après qu'ils m'ont volé? Ils appellent ça emprunter. Sans demander, sans permission, en utilisant un accès que je leur avais donné pour les urgences. Un emprunt nécessite un consentement. Lorraine a soupiré. Pour ce que ça vaut, je ne pense pas que tu aies fait quoi que ce soit de mal. C'est stupide de leur part de ne pas avoir lu la paperasse. C'est encore plus stupide d'avoir pris ton argent sans rien dire. Tu vas bien? Je vais bien. Je n'allais pas bien. J'étais en colère, j'étais blessé, et je faisais le deuil d'une relation avec mes parents qui ne serait plus jamais la même. Mais j'étais aussi, étrangement, en paix. Ils avaient fait un choix. Les conséquences étaient mathématiques, pas émotionnelles. Cause et effet. J'ai commencé à faire des cauchemars. Dans mes rêves, je parcourais des maisons que je ne pourrais jamais m'offrir, chaque pièce se vidant à mesure que j'y entrais. Ou alors, j'étais à la banque, regardant le solde de mon compte s'écouler comme du sable, pendant que des guichetiers sans visage me souriaient en disant qu'ils ne pouvaient rien faire. Une fois, j'ai rêvé que mes parents se noyaient, m'appelant à l'aide depuis des eaux sombres, et je restais sur le rivage, incapable de bouger, les pieds enracinés dans le sable. Je me suis réveillé de celui-là en haletant, mes draps trempés de sueur. Le docteur Morrison m'a aidé à comprendre que le deuil ne ressemble pas toujours à de la tristesse. Parfois, il ressemble à de la rage. Parfois, à de l'engourdissement. Parfois, à des cauchemars où l'on ne peut pas sauver des gens qui n'ont jamais essayé de vous sauver, vous. Voulez-vous les sauver, m'a-t-elle demandé lors d'une séance. Je ne sais pas, ai-je répondu. Une partie de moi le veut. Une autre partie pense qu'ils se noient dans une piscine qu'ils ont eux-mêmes remplie. Est-ce que les deux peuvent être vrais? J'imagine qu'ils doivent l'être. J'ai commencé à suivre un cours de yoga le mardi soir. Quelque chose dans les exercices de respiration m'aidait. L'instructrice, une femme sereine nommée Destiny, parlait de lâcher prise sur les choses qui ne nous servaient plus, de trouver la paix et l'acceptation. C'était tentant. Un peu New Age et simpliste peut-être, mais tentant. Un soir, après le cours, j'ai consulté mon téléphone et trouvé un message vocal d'un numéro inconnu. Contre mon propre jugement, je l'ai écouté. Lavana, c'est tante Janet. Ta mère m'a donné ton numéro. Je sais que tu ne veux parler à personne en ce moment, mais je pense que tu as besoin d'entendre ceci. Ce qui s'est passé avec l'argent était mal. Tes parents ont commis une terrible erreur, mais ils souffrent maintenant, et ils restent tes parents. À un moment donné, tu vas devoir décider si avoir raison vaut la peine de perdre ta famille. Réfléchis-y. J'ai sauvegardé le message, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce qu'il cristallisait quelque chose que j'avais du mal à formuler. Avoir raison n'était pas le but recherché. Je ne me sentais pas victorieuse en voyant mes parents perdre leurs économies. Je ne ressentais aucune satisfaction à savoir Vanessa piégée par une voiture qu'elle ne pouvait pas assumer. Je me sentais vide. Vengé, oui, mais aussi profondément, intensément triste. Mais tante Janet se trompait sur un point, ce n'est pas moi qui avais choisi de perdre ma famille. C'était eux qui avaient choisi de trahir ma confiance. Je refusais simplement de prétendre que rien ne s'était passé. 3 semaines plus tard, ma mère s'est présentée à mon appartement.
Je savais que cela finirait par arriver. J'ai ouvert la porte et je l'ai regardée. Elle paraissait plus vieille, fatiguée. Ses yeux étaient rouges. Je peux entrer? Je me suis effacé. Nous nous sommes assises à ma petite table de cuisine. Elle a croisé les mains devant elle, fixant ses doigts. Nous avons perdu presque 90 000 $, a-t-elle dit tout bas. Je sais. Ton père est dévasté. C'était notre coussin de sécurité pour la retraite. Nous devions faire une croisière l'année prochaine. Peut-être aider un jour pour les études de nos petits-enfants. Vanessa n'a pas d'enfants. Des petits-enfants hypothétiques, ai-je murmuré. Elle a levé les yeux vers moi. Est-ce que tu te sens bien, après tout ça? Après ce qui est arrivé. Et toi, est-ce que tu t'es senti bien après avoir volé mon fonds pour ma maison? Nous n'avons pas volé, a-t-elle insisté. Nous avons emprunté à la famille. Il y a une différence. Ah bon, ai-je dit. Parce qu'un emprunt, en général, on demande d'abord. Cela implique un accord sur le remboursement. Ce que vous avez fait, c'est prendre de l'argent qui ne vous appartenait pas pour le donner à quelqu'un d'autre pour un achat futile. Ce n'est pas un emprunt. C'est un vol. Son visage s'est empourpré. C'est ta sœur. Et je suis ta fille. Est-ce que ça comptait quand tu as vidé mon compte? Nous pensions que tu finirais par comprendre, que tu verrais que Vanessa avait besoin d'aide. Elle avait besoin d'une voiture de luxe. J'avais besoin d'un foyer. Est-ce que ce sont des choses équivalentes pour toi? Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. On ne savait pas pour les pénalités. Tu aurais dû nous prévenir. Vous auriez dû me demander avant de prendre mon argent. Vous auriez dû lire les documents que papa a signés il y a 3 ans. Vous auriez dû réfléchir au fait que les actes ont des conséquences. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez supposé que j'accepterais, sans rien dire, que je serais la fille compréhensive, la responsable, celle qui se sacrifie pour que Vanessa ait ce qu'elle veut, comme toujours. Ce n'est pas juste. Juste? Les mots ont jailli de moi avant que je puisse les retenir. Tu veux parler de justice? Quand Vanessa a abandonné la fac, vous avez payé sa dette de carte de crédit de 12 000 $. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière, vous m'avez donné une carte disant « Félicitations ». Quand Vanessa a quitté son 3e job en 2 ans, vous avez payé son loyer pendant 6 mois. Quand j'ai fait des doubles gardes pour économiser la caution de cet appartement, vous m'avez dit que je me débrouillais très bien. Quand Vanessa a voulu ce job en boutique, vous avez co-signé son prêt pour une Mercedes. Quand j'ai acheté ma Honda Civic d'occasion, vous avez dit que c'était un choix pratique. Ma mère pleurait, maintenant. Tout ce que Vanessa veut, elle l'obtient. Tout ce pourquoi je travaille, je le gagne seul. Et la seule fois où vous avez eu accès à quelque chose que j'avais bâti, vous lui avez donné sans une seconde d'hésitation. Nous n'avions pas réalisé que tu ressentais cela. Tu ne nous as jamais rien dit. Nous sommes tes parents. Nous vous aimons toutes les deux. Vous aimez l'idée de nous deux. Vous aimez Vanessa, la personne. Vous m'aimez pour le rôle que je joue, la fille fiable, celle qui ne se plaint pas, celle qui comprendra toujours tout. Elle a tendu la main vers la mienne, à travers la table. Je me suis reculé. Qu'est-ce que tu veux de nous, a-t-elle demandé. Rien. Je ne veux plus rien. Lavana, s'il te plaît. Nous sommes une famille. La famille ne se vole pas entre elles. La famille ne balaie pas les rêves des autres d'un revers de main. La famille ne vient pas pleurer sur les conséquences, tout en ignorant le mal qu'elle a causé. Nous avons fait une erreur. Oui, c'est vrai. Et les erreurs ont un prix. Vous payez le vôtre. J'ai déjà payé le mien. Elle s'est levée, sa chaise grinçant sur le sol. Alors c'est tout? Tu en as fini avec nous? Je ne sais pas ce que je suis. Mais je sais que je suis fatigué d'être celle de qui on attend toujours des sacrifices. Je suis fatigué de voir mes objectifs passer au second plan. Je suis fatigué d'être le plan de secours pendant que Vanessa est la priorité. Elle est plus en difficulté que toi. Elle a besoin de plus de soutien. Elle a 3 ans de plus que moi et n'a jamais affronté une seule conséquence réelle dans sa vie. Chaque fois qu'elle échoue, vous la rattrapez. Chaque fois qu'elle veut quelque chose, vous lui fournissez même s'il faut me voler pour le faire. Peut-être que si vous l'aviez laissée galérer, elle aurait appris à se tenir debout toute seule.
Ma mère s'est dirigée vers la porte. Elle s'est arrêtée, la main sur la poignée. Ton père veut s'excuser. Il veut réparer les choses. Comment? L'argent a disparu. Mes économies ont disparu. Rien ne pourra réparer cela. On pourrait te rembourser petit à petit. Avec quel argent? Vous venez de perdre 90 000 $. Vous paniquez pour votre retraite. Comment, exactement, pourriez-vous me rembourser? Elle n'a pas eu de réponse. Après son départ, je suis restée assise dans le silence de mon appartement. Je me sentais vide, mais aussi étrangement plus légère. J'avais dit des choses que je gardais en moi depuis des années. J'avais arrêté de jouer le rôle de la fille compréhensive. Cela faisait mal, une douleur si forte que j'avais parfois du mal à respirer, mais j'allais survivre. J'y arrivais toujours. J'ai appelé ma propriétaire le lendemain pour lui demander de renouveler mon bail. Elle a été surprise. Elle savait que je cherchais à acheter. Changement de plan, ai-je dit. Je reste encore 1 an, au moins. J'en suis ravi, a-t-elle répondu. Vous êtes ma meilleure locataire. Jamais de retard, jamais de plainte. J'avais peur de devoir chercher quelqu'un d'autre. La meilleure locataire. La personne fiable. Celle qui ne se plaint jamais. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. 2 mois ont passé. J'ai bloqué d'autres membres de la famille. Janet, la sœur de ma mère, m'a appelé pour me dire que j'étais déraisonnable. Le frère de mon père, Richard, a envoyé un email parlant de pardon et d'aller de l'avant. La meilleure amie de Vanessa, une certaine Heather que j'avais vue 2 fois, m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux pour me dire à quel point Vanessa était dévastée. J'ai tout bloqué. Je suis allé travailler. Je suis rentré chez moi. J'ai commencé à voir une thérapeute, le Dr Grace Morrison, spécialisée dans les dynamiques familiales. Elle m'a demandé si je me sentais coupable. Parfois, ai-je admis. Ils restent mes parents. Vanessa reste ma sœur. La culpabilité est différente de la responsabilité, a expliqué le Dr Morrison. Vous vous sentez coupable parce qu'on vous a appris à faire passer leurs besoins avant les vôtres. On vous a entraîné à être la personne fiable, celle qui se sacrifie. Cet entraînement ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais se sentir coupable ne signifie pas que vous avez mal agi. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils ont pris beaucoup d'argent, d'abord le vôtre, puis le leur, par leur propre négligence. Vous ne les avez pas forcés à ignorer les documents officiels. Vous ne les avez pas forcés à voler sur votre compte. Vous ne leur avez pas dit d'acheter une voiture hors de prix. Ils ont fait des choix. Et les choix ont des conséquences. Ma mère répète sans cesse que j'aurais dû les prévenir pour les pénalités. Aurait-il dû demander avant de prendre votre argent? La question est restée suspendue dans l'air. J'ai recommencé à épargner. Cela semblait vain au début, comme essayer de remplir un océan avec une petite cuillère. Mais je l'ai fait quand même. 50 $ sur chaque chèque de paye, puis 100, puis 2 cents quand je faisais des heures sup. Lorraine m'a appelé en décembre, 6 mois après l'explosion. Tes parents vendent la maison, a-t-elle annoncé. Mon estomac s'est noué. Quoi? Ils ne peuvent plus l'assumer, a continué Lorraine. Avec l'argent qu'ils ont perdu et le compte de retraite de ton père qui a diminué, ils réduisent leur train de vie. Ils ont acheté un petit appartement de 2 chambres, avec une hypothèque plus faible. À cause de moi, ai-je dit. À cause de leur propre choix, Lavana. Ne prends pas ça sur tes épaules. Mais je l'ai pris quand même. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, pensant à la maison où j'avais grandi. Le jardin où Vanessa et moi avions joué. La cuisine où ma mère m'avait appris à cuisiner. Le salon où nous ouvrions nos cadeaux de Noël. Tout cela avait disparu, parce qu'ils m'avaient volé et qu'ils en avaient payé les conséquences. Non, pas à cause de moi. Parce qu'ils avaient fait des choix sans en considérer le coût. Je me suis répété cela jusqu'à presque le croire. Je n'ai pas passé Noël avec eux cette année-là. Ma mère a appelé et a supplié. Mon père a envoyé une lettre. Vanessa s'est présentée à mon appartement, tambourinant à la porte jusqu'à ce que mon voisin menace d'appeler la police. Tu es en train de déchirer cette famille, hurlait-elle à travers la porte. Je n'ai pas répondu. Ils l'avaient déchirée eux-mêmes, le jour où ils avaient décidé que je comptais moins.
Le nouvel an est passé. J'ai travaillé de nuit le 31 décembre, surveillant des patients pendant que la ville célébrait dehors. À minuit, je me tenais à la fenêtre de l'unité de cardiologie et je regardais les feux d'artifice éclater sur Seattle. J'ai pensé au nouveau départ, au nouveau chapitre, à l'avenir que j'avais prévu et à celui que je devais désormais reconstruire. Mon téléphone a vibré. Un texte d'un numéro inconnu. C'est ton père. Je suis désolé. Nous avons eu tort. Je ne sais pas comment réparer ça, mais je veux essayer. S'il te plaît. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis retourné au travail. Fin janvier, j'ai reçu une enveloppe par la poste. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de $10 000 et un mot de la main de mon père. C'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment. Nous vendons les bijoux de ta grand-mère et quelques autres objets. Cela ne remplacera pas ce que nous avons pris, mais c'est un début. Nous en enverrons davantage dès que possible. Je suis désolé. Nous aurions dû demander. Nous aurions dû réfléchir à ce que cela représentait pour toi. Nous aurions dû mieux te traiter. S'il te plaît, pardonne-nous. Papa. J'ai tenu le chèque et j'ai pleuré pour la première fois depuis la nuit où j'avais découvert le vol. $10 000. Ce n'était rien par rapport à ce que j'avais perdu, mais c'était quelque chose. C'était une reconnaissance. C'était un effort. J'ai déposé le chèque. Je n'ai pas appelé mon père. Février a apporté un autre chèque de $5 000, avec une note disant simplement « D'autres suivront ». En mars, Vanessa est venue à l'hôpital. Elle a attendu la fin de mon service et m'a approché sur le parking. « J'ai vendu la voiture », a-t-elle dit. Je me suis arrêté de marcher. J'en ai tiré $42 000. Je te donne tout. Ce n'est pas assez, ça ne le sera jamais, mais c'est ce que je peux faire. Elle m'a tendu un autre chèque de banque. Je n'avais pas compris, a-t-elle poursuivi. Je pensais qu'il m'aidait, c'est tout. Je n'ai pas réfléchi à la provenance de l'argent. Je n'ai pas pensé à toi du tout. J'ai été gâté toute ma vie. On m'a toujours tout donné sur un plateau alors que toi, tu as travaillé pour tout ce que tu possèdes. Elle a dégluti. J'ai toujours pensé que ça ne te dérangeait pas. Je pensais que tu étais juste différente de moi, que tu n'avais pas les mêmes envies. J'avais tort. Tu avais des rêves. Tu as travaillé pour les réaliser. Et je les ai pris sans réfléchir parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Je suis désolé. J'ai pris le chèque. Mes mains tremblaient. Ça ne répare pas tout, ai-je dit. Je sais. Je suis toujours en colère. Je sais. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Je sais, a dit Vanessa. Mais je vais continuer d'essayer quand même. J'ai pris un deuxième boulot. Je rembourse maman et papa pour d'autres choses qu'ils ont financées au fil des ans. Je vais en thérapie. J'essaie d'être quelqu'un de mieux. Pas pour toi, mais pour moi. Parce que j'ai regardé qui j'étais devenu, et j'ai détesté ça. Nous sommes restés sur le parking alors que la pluie commençait à tomber. Seattle en mars est toujours humide. Qu'est-ce que tu conduis, maintenant, ai-je demandé. Une vieille Toyota, elle a 8 ans. C'est embarrassant par rapport à ce que j'avais, mais elle est à moi. C'est moi qui paie les traites. Quelque chose s'est desserré dans ma poitrine. Pas du pardon, pas encore. Mais peut-être le début d'une compréhension. D'accord, ai-je dit. C'est bien. Tu peux essayer d'être meilleur, ai-je continué, mais ça prendra du temps. Beaucoup de temps. J'ai tout mon temps, a répondu Vanessa. J'ai recommencé à épargner avec un but renouvelé. Les chèques de mon père arrivaient de manière sporadique. 3 000 en avril, 2 000 en juin, 1 500 en août. De petites sommes, mais régulières. En septembre, un an après l'implosion, j'avais $31 000 sur un nouveau compte d'épargne. Rien qu'à moi. Pas de co-signataire, pas de montage financier complexe, juste de l'épargne simple et directe. Il me faudrait des années pour récupérer ce que j'avais perdu. Des années encore pour acheter une maison. Mais cette fois, je le faisais selon mes propres termes. Ma mère m'a appelé en octobre. J'ai répondu. Est-ce que tu viendrais dîner, a-t-elle demandé. Juste toi et nous.
pas Vanessa. Juste nous trois. Pourquoi? Parce que tu nous manques. Parce qu'on veut t'essayer. Je suis allé dîner dans leur nouveau condominium. C'était plus petit que la maison, plus modeste, mais c'était joli, propre et organisé. Mon père m'a serré dans ses bras à mon arrivée. Il est resté accroché plus longtemps que d'habitude. Merci d'être venu, a-t-il dit. Nous avons mangé un rôti de bœuf, mon plat préféré. Nous avons parlé de choses sans danger, le travail, la météo, une émission de télé que nous avions tous vue. Au milieu du dessert, ma mère a posé sa fourchette. Nous suivons un cours d'éducation financière, a-t-elle dit, via le centre communautaire. Nous aurions dû mieux comprendre nos propres investissements. Nous aurions dû lire les documents. Nous aurions dû réfléchir avant d'agir. Nous avons trop longtemps encouragé Vanessa dans ses caprices, a ajouté mon père. Nous disions toujours que nous l'aidions, mais en réalité, nous l'empêchions de grandir. Et nous t'avons tenu pour acquise parce que tu ne demandais jamais d'aide. Nous essayons de faire mieux. C'est difficile. Ma mère a ajouté, nous sommes vieux et ancrés dans nos habitudes, mais nous essayons. Je les ai regardés. Vraiment regardés. Ils semblaient plus petits, d'une certaine manière, plus vulnérables. J'essaie aussi, ai-je dit. Ce n'était pas une réconciliation totale, pas encore, mais c'était un début. Je suis reparti de chez eux, ce soir-là, avec un sentiment complexe. J'avais encore mal, mais la blessure était moins vive. J'étais toujours en colère, mais d'une colère moins tranchante. Les choses ne seraient plus jamais les mêmes. L'innocence de la famille, cette certitude qu'ils me soutiendraient toujours, avait disparu à jamais. Mais peut-être que quelque chose d'autre pourrait pousser à la place. Quelque chose de plus honnête, de plus égalitaire. J'ai roulé jusqu'à mon appartement sous la pluie fine. Mon téléphone a sonné. Lorraine. Alors, ça s'est passé comment, a-t-elle demandé. Ça s'est passé, ai-je répondu. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Mais on y est allé. C'est déjà un progrès. Peut-être bien. Je me suis garé sur ma place et je suis resté assise dans ma voiture un moment. J'ai pensé à la maison dont j'avais rêvé, à ce rêve qu'on m'avait volé. J'ai pensé à l'argent qui s'accumulait de nouveau, lentement, sur mon compte. J'ai pensé à ma famille brisée, qui tentait de se reconstruire. 7 ans d'économie, 90 000 $ de pertes cumulées, un rêve détruit, mais aussi des limites fixées, une vérité exprimée, et des conséquences assumées. Je suis sorti de ma voiture et j'ai marché vers mon appartement. La fille fiable, la responsable, celle qui avait enfin appris qu'être forte ne signifiait pas accepter moins. J'ai déverrouillé ma porte et je suis entré. Mon petit appartement m'a accueilli, familier et sûr. Pas pour toujours. Un jour, j'aurai cette maison. Un jour, j'aurai l'espace dont je rêvais. Mais pour l'instant, cela suffisait. J'étais suffisante. L'argent reviendrait, tôt ou tard. La maison finirait par arriver. Et ma famille apprendrait soit à me traiter comme leur égal, soit elle ne ferait plus partie de ma vie. Dans un cas comme dans l'autre, je survivrais. J'y arrivais toujours.